À nouveau, bonsoir. Ce 14 octobre marque une date spéciale pour le Bénin. Il y a exactement 9 ans, le président Mathieu Kérékou, figure emblématique et père de la démocratie béninoise, nous quittait. De son passage à la tête de l'État, il a laissé une empreinte indélébile, tantôt marquée par la transition d'un régime marxiste-léniniste et tantôt par sa politique de réconciliation passant par la démocratie multipartite. Mais 9 ans après sa disparition, que reste-t-il vraiment de l'héritage de celui que beaucoup appelaient le caméléon? Ses actions, ses valeurs et ses engagements sont-ils toujours vivants dans notre mémoire collective ou bien en est-il passé aux oubliettes? Pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur de recevoir ce soir M. Agapit Napoléon Maforican, analyste politique. Ensemble, nous reviendrons sur les années Kérékou et évaluerons l'impact de son héritage sur la scène politique actuelle. Monsieur Maforican, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci Maëla. Ici, il n'y a pas d'honneur. Je suis un habitué du plateau en tant que consultant politique. Donc, il n'y a pas de souci. C'est plutôt moi qui ai l'honneur de t'avoir comme collaboratrice et qui écoute tes questions. Alors, donc, consultant politique beaucoup plus qu'analyste politique sur l'émission. Ça fait vraiment plaisir. Alors, 9 ans après le décès du président Mathieu Kérékou, quel est votre sentiment général sur l'héritage qu'il laisse au Bénin? Non, 9 ans après, ce n'est plus un sentiment sur l'héritage. C'est peut-être de savoir un peu qu'est-ce qui en reste. Qu'est-ce qui en reste. Parce que, oui, depuis 9 ans, le Bénin tourne sans Mathieu Kérékou. Mais imaginez que le même Mathieu Kérékou en 2016 est quand même intervenu pour que les Béninois aillent aux urnes dans la paix et la réconciliation nationale. Donc, c'est-à-dire que c'est un personnage qui, jusqu'au soir de sa vie, a quand même impacté le Bénin. Un militaire d'abord, donc un homme de troupe, un militaire, donc depuis le début de son existence, de son jeune âge, jusqu'au soir de sa vie au thème de un octogénaire. Donc, il a toujours impacté le pays. Et 9 ans après, oui, c'est vrai, on peut dire qu'on est passé à autre chose. On peut dire qu'on est passé à autre chose, mais il est important quand même que de temps à autre, on remue un peu sur l'histoire de cette personnalité assez singulière dans la vie politique nationale. Lui seul aurait ressassé près de 30 ans à la tête de l'État. C'est un exploit dans un Bénin où on ne fait pas facilement 2 ans en temps normal. Et où depuis 90, on ne fait pas plus de 10 ans. Oui. Alors, l'un des moments les plus marquants du réunion de Kérékou est la conférence nationale de 1990. Quel rôle a-t-il joué dans la transition démocratique et comment ce moment a-t-il redéfini le paysage politique béninois? Mathieu Kérékou, on l'a dit, on l'a répété, en 90, était disons, au carrefour de sa gouvernance politique lorsque la conférence nationale a été convoquée. C'était une banqueroute générale et il fallait trouver une porte de sortie. Je pense qu'en écoutant des conseils ici et là, il a fini par se résoudre à convoquer une conférence nationale. Et au cours de cette conférence, donc, il y a eu il y a eu les différentes étapes qui ont conduit quand même à l'acceptation par lui-même donc de la résolution des conclusions de cette conférence qui a ouvert la voie à la démocratie. Donc ça, on l'a souvent répété. Donc oui, il était un homme de... Je dis c'est une personnalité particulière, singulière dans l'histoire politique du pays. Il a dirigé le pays de main de maître du 26 octobre 1972 à la conférence nationale. Le pays a changé de nom sous lui. Un régime marxiste-léniniste a été mis en place. Une nouvelle constitution, la loi fondamentale du 26 juillet 1977. Des élections, une assemblée nationale révolutionnaire, des organes qui ont créé ce que nous avions appelé un centralisme démocratique. C'est-à-dire qu'il y a un parti-État et il y a l'appareil central du parti qui est le garant, la structure avant-gardiste
et autour de laquelle le gouvernement a été structuré, dont les ministres répondaient devant les membres du bureau politique du comité central. Il y avait un membre qui s'occupait de quelques ministères un peu. Donc c'était ça, un parti État. Jusqu'en 90, où tout ça a été abandonné. Le marxisme a été abandonné. La conférence nationale a ouvert la voie sur la démocratisation. Et puis, depuis lors, nous sommes on a appelé l'époque le renouveau démocratique. Je pense que nous en sommes pratiquement bientôt à 35 ans. Donc, ce n'est plus un renouveau, c'est une période démocratique qui s'est installée avec ses avantages et aussi ses leurres, ses illusions. Donc, oui, Mathieu Kérékou a eu l'occasion de revenir au pouvoir une année après l'avoir, et 6 années après l'avoir quitté, ou 5 années après l'avoir quitté, c'est-à-dire en 91, il a perdu les élections, il est parti. En 96, il les a gagnés, il est revenu. Il a fait 10 ans, et en 2006, il a dit ses au revoir au pays. Il a vécu 10 ans après, 10 ans plus tard, il a quitté la terre. Donc voilà globalement ce qu'on peut dire. Oui, en 90, il était contraint à trouver une solution à la banqueroute. Et il a fait une conférence nationale. Il a pu réussir à s'en sortir puisque la conférence a débouché sur une nouvelle ère. Il était un acteur de premier plan de cette nouvelle ère et il est revenu diriger le pays sous la nouvelle ère. En parlant de nouvelle ère, d'aucuns pensent que l'essence même de la démocratie s'est détériorée avec le temps. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est tout à fait normal. La démocratie pluraliste appelle, lorsqu'on compare la période révolutionnaire avec la période de démocratie, c'est deux niveaux différents de gouvernance. L'autre, je voudrais parler d'un centralisme. Donc, tout le monde ne parle pas politique sur les places publiques. Ce qu'on doit décider ne se décide pas sur les places publiques, ne se décide pas non plus dans les agoras. Il n'y a pas plusieurs partis, avec qu'un seul parti, qu'on appelait un parti d'avant-garde. Donc, vous, Maël, vous êtes né, vous devenez d'office et membre de ce parti. C'est vrai qu'au Bénin, on n'a pas institué ça comme c'était un peu au Zaïre, l'essai de RDC sous Mobutu. Donc, mais il n'y a pas de possibilité de créer un autre parti. Donc, c'est le PRPB, le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Il n'y a pas une possibilité d'en créer un autre. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec le PPB sont entrés en clandestinité ou bien dans ce terre. Le PPB lui-même est structuré, comme je l'ai dit. Il y a la superstructure qui est le bureau politique. Et puis il y a les structures qui sont les institutions issues de la Constitution du 26 août 1977 qu'on a appelé la loi fondamentale. Et cette Constitution a créé des institutions, tout comme le Conseil exécutif national qui était le gouvernement, l'Assemblée nationale révolutionnaire, le Parquet populaire central, la Cour populaire centrale, et puis les organes, ce qu'on appelait les organes centraux du parti et de l'État, évidemment, je viens de les citer, et puis il y a les autres organes de masse du parti, l'organisation des jeunesses, l'organisation des femmes, les syndicats, l'UNSTB, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin, qui est devenue organisation de masse du parti. Il y a les comités révolutionnaires des garnisons, il y a l'organisation des jeunes révolutionnaires du Bénin, il y a l'organisation des femmes révolutionnaires du Bénin, ainsi de suite. Donc, ces organisations, les appelées les organisations de masse du parti. Donc, vous voyez, il y a une super structure, et puis il y a les masses qui sont organisées selon les corps auxquels elles appartiennent. Il y a maintenant les institutions, et voilà. Et puis, tout ça a tourné quand même, et entre 1975, où la République populaire du Bénin a été décidée, et 90, ça fait 18 ans quand même, ça fait 15 ans. Donc sur 15 ans, ça a tourné, et puis après, ça s'est détérioré. La démocratie est arrivée, oui, mais la démocratie, ce n'est pas un long lit, un long fleuve tranquille. Elle s'est redéfinie. C'est vrai, oui. Autant on peut déplorer le manque de débat sur le parti État, autant on peut déplorer le bavardage impénitent et l'absence d'idéaux, l'absence de repères sur la démocratie. On veut la même chose, on veut le contraire. On opte pour la même chose, on opte pour le contraire. Il n'y a pas une ligne rouge que les gens se donnent. La classe politique semble s'octroyer toutes les facilités, toutes les possibilités. La démocratie peut conduire à tout, la liberté peut conduire à tout,
Et donc, du coup, on a eu l'impression que c'est un système plus anarchique et qu'on en avait connu. Donc, je pense qu'il y a un juste milieu qu'il faut trouver peut-être. Mais en attendant, oui, ça s'est détérioré parce que les gens croyaient que tout allait fondre comme du beurre, tout allait descendre comme la manne et que tout serait beau, rose, tout ça là. Ils ont compris que la démocratie implique également le travail de tout le temps, l'acceptation de la différence, ce qui n'est pas facile dans un pays où on aime plus le monologue et tout. Donc, oui, Mathieu Kérékou est revenu pendant 10 ans. Lui n'a rien touché. Donc, il est resté là dirigé pour montrer que la nouvelle constitution, lui peut rester, il peut diriger aussi dans un environnement plutôt démocratique. Mais il est parti. Il est parti avec Boni Yahi, on était censé changer. On avait dit que sous Mathieu Kérékou, la corruption a pris de l'envergure. Oui, il y a eu des dossiers. Mais quand Boni Yahi a fait 10 ans, il n'a pas pu trouver l'alchimie pour venir à bout de ce dont nous parlons. Il a fallu peut-être l'arrivée de Patrice Talon depuis 2016 pour s'attaquer de front au tard que nous dénoncions. Et cette manière a heurté certaines sensibilités parce que, comme on dit, si c'est le Bénin, rien ne doit bouger. Je pense qu'avec Patrice Talon, beaucoup de choses bougent et naturellement, ça crée des frictions, d'où les élections de 2019 sur fond de crise, de tensions, de quelques actes de vandalisme qu'on n'a jamais connus. Donc, sur le renouveau. Chaque gouvernance redéfinit la démocratie à sa manière? Pas du tout. Mathieu Kérékou n'a pas redéfini la démocratie, ni Patrice Talon, ni Boni Yahi d'ailleurs. Mais il se donne des objectifs. Et Mathieu Kérékou, c'était de ramener la paix, l'unité nationale. On peut dire qu'il l'a fait. Boni Yahi, c'est de faire changer les choses, faire venir le changement. Oui, d'accord, Mathieu Kérékou a fait 10 ans pour ramener la paix, d'accord, mais après, il faut bien développer le pays. Il faut finir avec la corruption. Il faut changer les habitudes. Boni Yahi s'est donné ce poste-là. 5 années après, il s'est dit, pour changer là, il faut s'attaquer aux repères éthiques, morales, à quelques repères moral, éthique et spirituel, parce qu'il a dit que le mal est tellement gangréné qu'un changement n'est pas possible sans la refondation de la République. Donc Mathieu Kérékou, en 2000, et Boni Yahi, en 2011, après la refondation de la République, il n'a pas pu. 5 ans après, il a quitté le pouvoir sans rien refonder. Patrice Talon est là, lui, son programme était un nouveau départ. Donc il a proposé un nouveau départ pour les Béninois. Oui, les Béninois ont accepté. Mais en temps, il a créé une coalition avec d'autres qui le soutiennent, coalition de la rupture. Et je pense que tous les Béninois sont d'avis que 8 ans après, on est dans une véritable rupture avec le passé. Il y a vraiment un nouveau départ. Beaucoup de choses changent. Donc, comme je le dis, tout ce qui est nouveau heurte les gens. Les pousse et les fait sortir de leur zone de confort. Et quand l'homme est poussé pour quitter sa zone de confort, parfois il est mal. Et les gens l'expriment comme c'est la démocratie, beaucoup l'expriment. Certains l'expriment avec violence, d'autres l'expriment avec véhémence, d'autres font de la négation de l'évidence. On peut dire peut-être que oui, sous le règne de la démocratie a créé beaucoup de frictions. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'avec le travail et un bon leader, on peut avancer. Et le Bénin se transforme depuis 8 ans. Je pense que si Mathieu Kérékou vivait, il aurait salué lui-même ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il a presque prédit. La démocratie, ce n'est pas un dîner de gala. Il avait dit que la révolution ne l'était pas, mais la démocratie ne l'est pas non plus. Et donc, il y a beaucoup de travail. Il faut travailler. Et parfois, il faut forcer les gens au travail. Et c'est presque ce qui se passe avec le président Patrice Talon. Alors, on connaissait Mathieu Kérékou pour son parcours militaire et politique, mais aussi pour sa dimension spirituelle. Comment ces aspects ont-ils influencé sa manière de gouverner? Comment? On le connaissait en tant que militaire et également en tant qu'homme spirituel. Comment ces aspects ont influencé sa manière de gouverner? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cela aujourd'hui? Non, disons que pendant la 72-90, Mathieu Kérékou n'était pas particulièrement spirituel. Il s'était offert des services même de marabout. En 90, on a connu ce dossier, 87-90, de marabout Cissé. Donc, mais après la longue traversée du désert 90-96,
lui a fait connaître, il s'est transformé, il s'est converti, puis il a commencé par parler beaucoup de Dieu, bon voilà, mais ça, il ne l'a pas mélangé avec les affaires, donc je pense que on peut pas, il a assumé cette différence statut militaire, oui, il a fini général, il aurait pu faire comme d'autres. Il est chrétien, oui, il est chrétien de naissance, bien sûr. chrétien à la fin aussi. Voilà. Alors, Kérékois souvent prôné la paix et la réconciliation. À quel point cette politique a-t-elle aidé le Bénin à maintenir une certaine stabilité politique aujourd'hui? On peut dire que c'est un héritage qu'on a de lui. Alors, il faut relativiser. L'action politique, il n'y a aucun chef d'État qui n'ait pas prôné la paix. Il n'y en a aucun. De 60 à aujourd'hui. Eux tous ont prôné la paix. Eux tous ont travaillé d'une manière ou d'une autre pour ça. Mais chacun a affronté les défis de son temps. Quand Maga venait en 60, il fallait qu'il bâtisse la République. Il n'en a pas eu le temps. 3 ans après, un soulèvement a fini par avoir raison de son régime. Le général, le colonel Soglo, qui a pris le relais, a tout fait pour renaître le pouvoir civil. Le tandem Akpiti et Aoumandebou qui a gagné le pouvoir après n'a pas pu s'entendre. Un an et demi après, c'est-à-dire. Donc, oui, en dehors des égaux qui ont perturbé l'évolution des choses, et peut-être d'un manque d'humilité, les deux vents de paix, oui, chaque président a eu un souci de paix. N'oubliez pas, quand le président Zissou venait, en 68, il voulait, mais la paix, dans un environnement où il faut rebâtir une économie exsangue, où il faut remettre de l'ordre, parfois il y a des heurts, et c'est ce qui s'est passé sur le président Zissou. Par exemple, de 72 à 90, oui, le régime a pris des mesures draconiennes, notamment la nationalisation directe, et tout ça là. Après, il y a eu la banqueroute. Il y a eu une agression qui a manqué en 77 pour un mercenaire avec le mercenaire Bob Dina pour mettre fin au régime. Donc, la paix a été dans tous ces régimes-là. Mais oui, quand Mathieu Kekou est revenu, d'abord en 90, à la conférence nationale, oui, il a accepté de mettre en œuvre les conclusions. Mais à quel prix? Mais est-ce qu'il pouvait faire mieux à l'époque? Avec le recul, on se rend compte, un pays qui n'a pas de moyens ne peut pas faire la guerre. Donc, il était intelligent. Après, il n'a pas entravé le processus de transition. Mais une fois perdu les élections de 91, il a quand même gardé le silence pendant des jours. Il a fallu une amnistie personnelle à lui accorder sur l'instigation de Monseigneur de Sousa pour qu'il puisse reconnaître son échec. On ne peut pas oublier ça. Après, 5 années après, il est revenu aux affaires. Et puis, il n'a pas fait de règlement de compte. Bien au contraire, il a essayé de rassembler. Mais il n'a pas changé grand-chose, disons, aux habitudes. Il est resté tranquille. Quelques petits touches. Et puis, bon, il est parti en 2006. En laissant un pays, à mon humble avis, qui était un peu perdu. Perdu sur le plan des repères, perdu sur le plan des mœurs et perdu sur le plan économique. Donc il a fallu tout un travail. Mais on lui reconnaîtra, oui, c'est vrai, Mathieu Kérékou, si on doit le caractériser, oui, c'est rigueur, hein, c'est rigueur, mais c'est paix aussi. La rigueur sur la révolution, quelques situations qui ont perturbé certaines familles, qui ont été traumatisées à vie, on ne peut pas l'oublier, des abus qui ont dû lui échapper, mais dont il est responsable étant le président de la République. Et puis l'autre partie, c'est un peu une sorte de papa de gouvernance débonnaire où on n'a pas touché grand-chose. Voilà. On retient qu'il a su se rattraper par la suite. Se rattraper sur le plan de la paix, oui. Sur le plan de la paix, oui. Oui, on peut le dire, excusez-moi. Oui, sur le plan de la paix. Oui. Mais comme je le dis, quand vous analysez tout le système de 72 à 90, ce n'était pas non plus conflictuel tout le temps. Il y a des choses intéressantes, notamment la structure de l'État et l'offre politique. Après, oui, on a fini avec les monopartismes, donc c'est logique que les gens ne voient plus ces systèmes-là comme les bienvenus. Mais pendant longtemps, ils ont gouverné et ils n'étaient pas si les pires possibles qu'on puisse avoir. Donc,
90, c'était une nouvelle expérience. On a connu, on a fait le pas, on est encore là-dedans. 34 ans après, ça se poursuit avec ses avantages, avec ses lueurs et ses leurres également. Voilà. Alors, sur le plan économique et social, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ces actions? Non, disons que économiquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Nous avons les 18 premières années, c'est l'échec total au niveau de la banqueroute. On est allé à la conférence nationale parce que rien, économiquement, on était à terre. On était sous un programme d'ajustement structurel. Après avoir prôné le compte d'abord sur nos propres forces, le programme d'ajustement structurel est venu comme une sorte hein, face à la réalité, disons, d'une réalité qui s'est finalement présentée devant le système de Mathieu Kérékou. Donc, là, c'était un gros échec. Parce que les sociétés nationalisées le 10 septembre 1914, les multi-sociétés d'État créées, 10 ans après, il fallait les liquider. Tout ça a tué l'économie. Donc, il a manqué une présence stratégique sur le plan économique, ce qui a conduit à la banqueroute. Une seule banque nationale ou dans lesquelles les gens prenaient des crédits sans payer, totalement une gabégie dans la gouvernance. Là, j'avoue que ça a perturbé son premier mandat, sa première apparition à la tête de l'État. Après, en 1996, quand il venait, bon, le président Soglo a tenté de mettre le pays à un certain niveau, hein, de 91 à 96. Il a essayé de maintenir, pas grand-chose. On a fait une conférence économique nationale en 98. Mais bon, ça n'a pas donné pas grand-chose parce que des éléments socio-économiques et disons, ciblés et mis en œuvre par le professeur Albert Evoye, le ministre du Plan, ont été remises en cause par Bruno Amoussou quand il est revenu. Donc du coup, on a eu l'impression que le chef d'État lui-même ne maîtrisait pas trop et autour de lui, il y avait plusieurs conflits d'intérêts, conflits de leadership. On va dire d'un côté, Amoussou de l'autre, et vous direz donc tout ça ne lui a pas permis. Donc il a tenté de reprendre la main à plusieurs reprises, mais il doit gérer les fronts dans l'Assemblée nationale ou l'opposition avec Adrien Mbedi, la RB, tout ça perturbe. Bref, il s'est débattu jusqu'à en sortir en 2006, pas grand-chose. Donc, bilan économique, pas grand-chose. Bilan social, il s'est rattrapé. On peut dire le PAPB avait un régime social meilleur. Hein, le Parti unique avait un régime social meilleur. Les prises en charge étaient beaucoup mieux du point de vue social. On devait rapprocher l'administration de l'administré, l'école des villages, les centres de santé. On a tenté, on n'a pas toujours réussi, on n'a pas toujours eu des gens, des personnes. On a créé tout le monde est enseignant, les bacheliers, les jeunes révolutionnaires, les jeunes étudiants révolutionnaires, les GIR, les bacheliers en mission d'enseignement pour régler la question de manque d'enseignants. Donc, bref, oui, la politique sociale du PAPB était meilleure sans doute. Après, le libéralisme nous a obligés à faire face à un certain nombre de réalités. Et voilà. Donc, si on peut dire que le bilan économique est désastreux, le bilan social, lui, était beaucoup plus acceptable. Voilà. Alors, 9 ans après sa disparition, diriez-vous que Mathieu Kérékou est toujours présent dans la mémoire collective des Béninois ou commence-t-il à tomber dans l'oubli? Non, on peut dire qu'on est dans l'oubli, on tombe dans l'oubli. Disons qu'il n'y a pas une politique étatique particulière en la matière. Lui-même ne l'a pas mis en place après 10 ans de pouvoir sur le renouveau démocratique. Les autres qui ont suivi ne l'ont pas particulièrement fait. Lui-même, à la mort de Maga, a travaillé à ce que le nom de Maga soit donné au CNHU, Centre National Hospitalier Universitaire de Cotonou. C'était d'abord le CNHU, maintenant c'est le CNHU Hubert Koutoukou Maga. Mais on a oublié à Omadegbe, à Piti, on a oublié le général Soglo. On a oublié tous les autres qui ont succédé. Bon, alors donc, finalement, lui-même, à son décès, le président Yaïboni, avec son gouvernement, ont offert son nom à notre stade, le stade de l'amitié construit au début des années 80 grâce à la coopération avec la Chine.
Donc, le stade porte le nom de Mathieu Kérékou. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Je pense qu'il y a un travail à faire, peut-être dans le cadre des 5 ans de notre indépendance. Puis je pense qu'il faudrait réhabiliter un peu ces personnages qui ont eu le temps de passer, de donner une partie de leur vie à l'État, à diriger au sommet. Oui, on a oublié Ouandegbe, on a oublié Apiti, on a oublié Zissou. Bon, lui, il est mort il n'y a pas longtemps, mais on aurait pu aussi l'immortaliser. On a oublié les militaires, et notamment le général Soglo, qui a quand même joué un rôle important, et autres. Donc, oui, Mathieu Kérékou, son héritage, c'est un peu comme les autres. C'est vrai que nous en parlons parce que nous avons été, disons, influencés par sa vie politique, par sa longévité politique. Vous voyez, donc, moi, personnellement, comme je l'ai dit, j'ai grandi sur le PPB, donc j'étais nourri à l'idéologie du PPB, j'étais dans les cercles d'études révolutionnaires. Et puis en 90, on a connu le renouveau, mais certains de ma génération, moi-même, nous regrettions, en cette époque déjà, l'époque du PPB à cause de la politique de mobilisation sociale, de mobilisation de jeunes, de mobilisation des masses, ce qu'on appelait les masses populaires des villes et des campagnes. Et le renouveau démocratique, la démocratie n'a pas, au contraire, a plutôt amené la division, hein, un peu des propos extrémistes, des manières qui n'étaient pas sur le PPB. Il y avait au moins cette acceptation, tout au moins créée par le système, par le régime. Donc disons que son retour en 96 a calmé un peu la tension qui montait dans le pays. Voilà, il a géré un bon père de famille en 2006. Oui, son héritage n'est pas marqué. Il a beaucoup d'enfants qui sont en des niveaux élevés de la vie politique ou économique ou sociale, en tout cas qui ont pu évoluer. Donc aujourd'hui, on a quand même un ministre au gouvernement, le ministre Modeste Kérékou. On a Mme Katia Kérékou, qui est la directrice de cabinet du président de la Hague. On a Mme Inès Kérékou, qui est la directrice de cabinet du ministre des Affaires étrangères. On en a positionnés, ils sont dans l'armée, on en a dans la vie économique, on en a dans la diplomatie. On parle de Moïse Kérékou. On en a donc. Il a des enfants, femmes comme hommes, qui aujourd'hui animent la vie politique, économique, sont dans le monde et perpétue sans doute son nom. Et je pense que c'est ce qui est déjà intéressant. Si peut-être l'État n'a pas encore une politique pour marquer l'héritage, et ils peuvent travailler à cela. Mais en les voyant, nous qui avons fait ces moments, nous pensons naturellement au général Mathieu Kérékou. Voilà. Alors, peut-on retrouver l'influence de la vision politique de Mathieu Kérékou dans la politique actuelle du Bénin? Non, pas du tout. Il y a pas de, je vous l'ai dit, il n'y a pas une continuité particulière. Disons que c'est des moments différents. Mathieu Kérékou devait renforcer la paix. Il l'a fait. Donc, quand il est revenu, d'abord, sa première apparition, il devrait asseoir à nouveau l'État. L'État qui n'a pas pu être assis par le Maga, de Maga à Ouandegbe en 60, de Maga en 60 à Ouandegbe en 72. C'était pas donc. Le premier travail que Mathieu Kérékou a réussi avec la Révolution et les jeunes qui l'ont accompagné, c'est asseoir l'État et la continuité de l'action publique. Ça, au moins, la Révolution, il y a eu une stabilité sur 18 ans. Bon, on en a pris le prix, mais c'est une stabilité, ça c'est réussi. La deuxième chose, quand il est revenu en 96, c'était pour calmer un peu, il y avait une tension post-démocratique qui était là, donc il fallait calmer le jeu, il a réussi à le faire 10 ans après. Donc on peut dire oui, lui il est venu à ces moments-là. Mais aujourd'hui, quand on prenait Yahi Boni qui devrait faire le changement, ne peut pas s'accommoder du système Kérékou. Il fallait s'en défaire, ce qu'il n'a pas réussi à faire lui. Il n'a pas réussi parce que c'est ça comme fils spirituel, plus ou moins. Donc, mais le premier talent est passé à l'essentiel. Il est passé, disons, lui, il est là pour rebâtir l'État. Kérékou a remis en place l'État. Patrick Talon est en train de rebâtir l'État, l'autorité de l'État, les actes régaliens de l'État, les postures de l'État, le positionnement géostratégique, géopolitique de l'État, la morale, les repères, tout ça,
Le président Talon est venu pour travailler à cela. Et parfois, il y a des frictions parce que, comme je vous l'ai dit, ça bouge les gens, ça heurte leur confort et ça crée un peu de friction. Mais la révolution aussi avec les frictions. Ici, on est plutôt, comme je viens de le dire, à la révolution Talon. On a connu la révolution marxiste-léniniste de Kérékou. Ici, on est plutôt à la révolution Talon. Voilà. Ce n'est pas les mêmes moments, mais je pense qu'on peut travailler à, disons, marquer des places pour eux, pour ces anciens, et mettre des pancartes pour écrire un petit mot sur leur vie. Ça permettra à toutes les générations qui vont venir de au moins savoir qu'en ces moments-ci, en ce moment-là, tel a œuvré de cette manière, tel, et chacun peut choisir ses repères et plutôt honorer leur mémoire comme bon leur semble. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut leur faire pour le sacrifice qu'ils ont beaucoup pas mieux, enfin qu'ils ont tous fait pour la nation. Alors, pour finir, Monsieur Agapit Napoléon Maforican, quel serait le message que vous aimeriez laisser aux jeunes générations qui n'ont pas connu Kérékou, mais qui vivent encore sous l'influence de ces actions? Non, il n'y a pas d'influence de ces actions. Les jeunes ne connaissent plus ces actions. Donc On en parle. Hein? Les jeunes en parlent, ils entendent parler de Mathieu Kérékou. Oui, ils entendent parler, Ils écoutent les Chachir. mais ils ne peuvent pas dire grand chose. C'est plutôt, il faudrait qu'ils s'inspirent des actions. Pas que de Mathieu Kérékou. Je vais citer d'autres anciens présidents de la République. Mathieu Kérékou est celui qui aura le plus duré à la tête de l'État. Donc, analyser les différents moments qu'il a passés, les différents messages qu'il a pu passer, c'est important. Parce que moi, je fais de ceux qui pensent que la conférence nationale, quand les gens disent l'historique conférence nationale, l'historique, je dis non, elle n'est pas historique. C'est des moments négatifs, c'est des moments à ne pas avoir dans la vie d'un État. Un État ne peut pas tomber à ce niveau-là. Donc la conférence nationale est un épiphénomène, on peut le dire. On ne doit plus l'avoir. On ne doit pas on n'aurait jamais dû l'avoir. On ne doit plus l'avoir parce que on doit éviter de tomber totalement à ce niveau. Hein? Ça, Donc, le message, c'est que les jeunes sachent que ce qui se fait aujourd'hui se fait pour eux, pour le demain de demain, pour que plus jamais on ne se retrouve dans les conditions de 90, où il a fallu des états généraux de la nation pour pouvoir trouver des mécanismes de sortie. Il faut qu'on travaille à éviter tout moment de friction, de blocage de l'État, de banqueroute, de mise à mal de la paix, de toute autre aventure qui peut conduire à des situations qu'on ne maîtrise pas. On doit éviter cela. Je pense que c'est tout ce qui Mathieu Kérékou l'a évité, a tenté à travailler à cela. Et l'appel est beaucoup plus au pouvoir public et non à la jeunesse. C'est au pouvoir public. Vous voyez, l'Amazone. L'Amazone aujourd'hui, Biogara de l'autre côté. Mais les gens circulent pas. Les gens, à Biogara, tu marques un arrêt. Ah mais l'étranger va dire, mais c'est qui Biogara? C'est devenu un atout touristique. On va lui dire. Un étranger qui arrive, on dit, mais c'est qui? Pourquoi on va lui expliquer qui est Biogara? L'Amazone, on va lui expliquer. Et ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait trouver des places. Bon, on a le jardin Mathieu, mais c'est beaucoup trop solennel. C'est plutôt un lieu plutôt très, très gardé. Je crois que ça aurait pu, moi je pensais que ça devrait être un jardin dans lequel on pourrait aller passer du temps. Et là, on aurait pu faire une petite bibliothèque Mathieu Kérékou. Pourtant, ça, c'est possible. Mais il y a d'autres actions. À Porto-Novo, on doit en avoir pour Apiti. À Abomey, on pourrait en avoir pour... Puis si on n'a pas encore un panthéon national, si on en avait, il ne s'agit pas de copier la France, mais un panthéon permet de les mettre tous là et de mettre... Donc vous allez au musée des présidents ou au musée politique et vous les voyez, vous avez ce que chacun a eu à faire. Et ça peut inspirer la jeunesse. Donc je pense qu'il faut enseigner l'histoire du Bénin au collège, enfin au primaire, au collège et aux cadres qui veulent prendre la direction du pays. Il faut leur enseigner ça, leur enseigner les différentes personnalités qui ont dirigé notre pays et ils verront le rôle important et la place importante qu'occupe Mathieu Kérékou. Avez-vous un dernier mot de fin? Non, merci. Je pense qu'il faut travailler plutôt à asseoir et à renforcer les dynamiques mises en place depuis 1960 par nos anciens présidents, notamment Mathieu Kérékou, qui a quand même passé 28 ans. Je pense qu'en ce jour, anniversaire de son décès, il n'y a que les pensées, les bonnes prières et qui peuvent accompagner le repos de son âme. Et on espère que de là-bas, il veille sur le Bénin et que
nous allons passer tous ces moments délicats qu'il a prédit, qu'il a prédit, hein, et puis ça y est, il parlait souvent de la démocratie, des problèmes liés à la démocratie. Mais bon, disons que lui, il est de l'autre côté, il voit peut-être différemment en esprit qu'il va chez le Bénin, comme tous les autres. Et comme, voilà, comme tous les autres. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, on retient que 9 ans après la disparition de Mathieu Kérékou, son héritage demeure complexe et contrasté s'il reste une figure majeure de la transition démocratique béninoise, symbole de paix et de réconciliation. Son influence semble s'effacer peu à peu dans la mémoire collective. Toutefois, ses actions et ses valeurs continuent de marquer divers degrés et la scène politique actuelle. Ce débat nous aura permis de raviver ce souvenir et de mieux comprendre ce qui reste de l'empreinte du caméléon sur le Bénin d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était le plateau spécial avec M. Agapit Napoléon Maforican. Merci de nous avoir suivis.